Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par le dernier chapitre, le chapitre 6, la fécondation. D'accord? Que ça veut dire la fécondation? La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde avec un ovule. Et cela, cette fusion aboutit à la formation d'une cellule souche totipotente qui est l'œuf fécondé ou bien zygote. Et comme vous savez, si donc il y a fusion entre X et X, donc le sexe du bébé, le bébé, ça sera une fille. Et s'il y a les chromosomes X et Y, donc le bébé, il sera un garçon. D'accord? Donc là, c'est une fille, là, c'est un garçon. Cette fusion des gamètes, quelle est l'importance de cette fusion? La fusion de ces gamètes mâles et femelles rétablit la diploïdie de l'espèce. Pourquoi on dit qu'elle rétablit la diploïdie de l'espèce? Parce que, comme vous savez, chacun de ces deux gamètes est haploïde. Et la fusion entre deux gamètes qui sont haploïdes ou bien deux cellules qui sont haploïdes va aboutir à la formation d'un zygote qui est diploïde. Et donc, bien sûr, aussi, comme vous le savez, après cette fusion, il va y avoir formation ou bien création de nouveaux assortiments de gènes portés par les chromosomes maternels et les chromosomes paternels pour former un organisme unique et pour former un patrimoine génétique qui est spécifique. Pour cela, chaque individu, il est unique, il ne ressemble à il n'est pas identique à personne, d'accord? Donc, c'est pas identique. Donc, comme vous savez, ce que vous voyez ici, comme vous avez vu dans le chapitre 5, ce que vous voyez là, c'est une coupe de l'ovaire. Donc là, au niveau de l'ovaire, on voit des follicules, ce que vous voyez en jaune ici, ce sont les follicules. On voit des follicules des différents stades, les follicules primordiaux, les follicules primaires, les follicules secondaires, tertiaires. Et ce que vous voyez ici, c'est un follicule de dégraphe qui est prêt à ovuler. Et quand je dis ovuler, ça veut dire l'ovulation. Donc, il va y avoir un ovocyte 2 qui va être expulsé hors de l'ovaire. Et quand je dis ovocyte 2, parce que quand vous l'avez vu avant avant la fécondation, pas avant la fécondation, avant l'ovulation, quelques heures avant l'ovulation, la méiose 1 va continuer et il va y avoir formation d'un ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2. Cet ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2, qui est entouré, on va voir, par la zone pellicide et les cellules de la corona radiata et du cumulus oophorus, donc il va être expulsé de l'ovaire. Il est expulsé pas tout seul, avec un fluide folliculaire et il va être capté par les franges du pavillon de la trompe utérine. Ce que vous voyez ici, c'est la trompe utérine. Ce que vous voyez à ces niveaux-là, ce sont les franges du pavillon de la trompe utérine. D'accord? Et là, c'est l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2. D'accord? Et comme vous l'avez vu aussi, avant l'ovulation, grâce au pic d'estrogène et grâce au pic de LH, après, donc le pic d'estrogène, il va causer le pic de LH, les franges ciliaires vont s'approcher de l'ovaire pour capter l'ovocyte 2. Donc, ce que vous voyez ici, c'est juste pour vous faire un petit rappel. Là, c'est le follicule de dégraphe. Donc là, c'est l'ovocyte. Donc ici, c'est ovocyte 1, c'est avant le pic de LH, d'accord? Et ce que vous voyez ici, c'est la zone pellucide. Et ce que vous voyez là, à ce niveau-là, cette couche de cellules, ça s'appelle la corona radiata. Et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est les cumulus oophorus. D'accord? Et donc, là, vous avez les cellules qui vont devenir de plus en plus périphériques et on parle des cellules qui sont les cellules murales. Donc,
ce qui va permettre, donc ce que vous voyez ici, c'est un autre schéma pour que vous puissiez voir donc la zone pellucide. Je vais faire un petit rappel. Donc là, c'est l'ovocyte et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la zone qui est la zone pellucide. Et là, c'est après, on va en parler quand je parle de la traversée de spermatozoïdes qui va traverser le cumulus oophorus et la zone pellucide. Ce que vous voyez ici en vert, comme des petits points, c'est pour schématiser et en vert grand, c'est pour schématiser les cellules folliculaires du cumulus oophorus et aussi celle de corona radiata. Et ce que vous voyez en bleu, c'est la zone pellucide. Donc, lorsque cet ovocyte il est expulsé avec les cellules folliculaires du cumulus oophorus, avec les cellules de la corona radiata et la zone pellucide. Il n'est pas expulsé tout seul. Et comme vous savez, les cellules du cumulus oophorus sécrètent l'acide hyaluronique qui a fait appel à l'eau dans le follicule de Graaf. D'accord? Donc là, on a dit que c'est une autre représentation. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les cellules du cumulus oophorus et de la corona radiata. Ce que vous voyez en jaune, c'est la zone pellucide. Et ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est l'ovocyte. Et ce que vous voyez comme point, ce sont les granules corticaux qui ont été formés durant la maturation cytoplasmique de cet ovocyte. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai dit que les franges vont s'approcher et vont capter cet ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2, qui va aider cet ovocyte 2 à être pris ou bien à être transporté dans les trempes utérines. Mais il y a les battements ciliaires de l'épithélium de la trempe, il y a les flux de sécrétion utérine et tubaire qui sont très importantes pour qu'il y ait progression de l'ovocyte vers l'ampoule. Et je vous rappelle, l'ampoule, c'est là où la fécondation va avoir lieu, au cas où il va y avoir fécondation. Donc, c'est une partie de l'oviducte ou bien des trempes, d'accord? Des trempes de Fallope. Et aussi, ce qui va aider cet ovocyte 2 à arriver ou bien à progresser vers l'ampoule où sera la fécondation, c'est la contraction aussi, c'est la contraction de la paroi des trempes, d'accord? Ou bien de la couche musculaire des trempes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pour illustrer les battements ciliaires de l'épithélium de la trempe. Ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la ciliature ou bien les cils. Et aussi, ce que vous voyez à ce niveau-là, donc, il y a les cellules musculaires et pour schématiser les mouvements péristaltiques de la musculature tubaire, d'accord, des muscles qui y existent au niveau de la couche musculaire de la paroi des trempes. Donc là, c'est concernant le transport de l'ovocyte. Donc là, pour vous faire un rappel, ce que vous voyez ici, c'est bien sûr l'utérus. Ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la trempe de Fallope ou bien ce qu'on appelle ce sont donc la trompe de Fallope ou bien donc l'oviducte, d'accord? Et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est l'ampoule. Maintenant, je vais parler du trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines en général, d'accord? Donc, lors de l'éjaculation, ce qui va se faire, il y a quelques milliers de spermes qui contiennent entre 50 à 600 millions de spermatozoïdes sont déposés au fond du vagin. Ce que vous voyez ici, là, c'est le pénis. Lors de l'éjaculation, il va y avoir dépôt de ces spermatozoïdes. Ce que vous voyez en noir, c'est pour schématiser les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont être déposés au fond du vagin. Par contre, comme vous le voyez, donc ici, donc dans la minute qui suit l'insémination, le plasma séminal est coagulé. Parce que comme vous le savez, ce qui va être éjaculé, ce n'est pas juste les cellules, les spermatozoïdes. On parle d'un liquide séminal. Liquide séminal qui contient les sécrétions des glandes accessoires, mais aussi qui contient donc des glandes accessoires, mais aussi qui contient donc les spermatozoïdes. Donc, ce qui va se passer, donc ce liquide séminal, il va être déposé au fond du vagin, mais suite à l'insémination, dans la minute qui suit l'insémination, le plasma séminal, il va être coagulé. Pourquoi il va être
coaguler, il va former un coagulum et c'est très important parce que cette coagulation va empêcher la fuite des spermatozoïdes à travers le vagin pour qu'on ne perde pas les spermatozoïdes à travers du vagin, pour qu'il n'y ait pas de fuite de ces spermatozoïdes, il va y avoir coagulation de ce liquide qui est le liquide séminal. Et ce coagulum aussi, ou bien cette coagulation, elle va protéger les spermatozoïdes de l'acidité du vagin. Le vagin, il est très acide. Et cette acidité, elle est très importante pour le vagin. Pourquoi? Parce que le milieu acide, il a un effet qui est un effet bactéricide. Et on est d'accord, je parle à ce niveau-là, au niveau du vagin, d'accord? Il a un effet bactéricide pour protéger l'appareil génital femelle des pathogènes. Donc après l'éjaculation, les spermatozoïdes sont éjaculés avec un liquide séminal. Ce liquide séminal, c'est un tampon qui est légèrement alcalin et qui protège ces spermatozoïdes du milieu vaginal acide. Et par la suite, il va empêcher la mort de ces spermatozoïdes. Mais malgré tout ça, malgré cela, il va y avoir une grande partie des spermatozoïdes qui vont mourir à ce niveau-là ou bien à cet endroit. Et seulement, donc, ceux qui vont survivre ou bien les survivants vont être accueillis par le col de l'utérus. Le col de l'utérus à ce niveau-là. Donc, on était en train de dire que malgré la présence de ces coagulums ou bien de la coagulation, il va y avoir perte de spermatozoïdes et 99% de ces spermatozoïdes vont être perdus ou bien vont fuir. Il va y avoir fuite à travers, en dehors du vagin, à travers le vagin. Donc, ils vont sortir et seulement 1% peuvent atteindre la cavité utérine. Et ce que vous voyez ici, c'est le vagin. Ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est le col de l'utérus et c'est l'utérus. D'accord? Donc, le canal cervical, il est très important. Pourquoi le canal cervical, il est très important? Parce qu'à ce niveau-là, il va y avoir sécrétion de la glaire cervicale ou bien du mucus. Ce mucus cervical qui va être abondant et fluide en période périovulatoire pour permettre ou bien pour favoriser la pénétration de quelques millions de spermatozoïdes dans le canal qui est le canal cervical. Donc là, ce que vous voyez à ce niveau-là, donc c'est le col de l'utérus au cours du cycle menstruel. Ce col, il va être ouvert, donc vers l'ovulation, ce col, il est ouvert et la sécrétion, elle est abondante et fluide. Tandis qu'au début du cycle et à la fin du cycle, donc après l'ovulation ou durant la phase lutéale, après, la sécrétion, elle va être une sécrétion qui est une sécrétion visqueuse. Donc, la glaire cervicale, on peut dire bien sûr que la glaire cervicale, c'est un filtre qui est un filtre qualitatif. Donc, ce que vous voyez, c'est un autre chemin. Donc, au début du cycle, ce que vous voyez ici, c'est le réseau des filaments de la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus au cours du cycle menstruel. Donc, au milieu du cycle, ça veut dire vers l'ovulation, on va voir que cette sécrétion, elle est fluide, elle est abondante. Vous voyez comment elle n'est pas compacte pour permettre le passage et la traversée de ces spermatozoïdes. Donc, il faut que vous sachiez aussi que dans la minute qui suit l'insémination, quand je dis insémination, c'est le dépôt des spermatozoïdes. Donc, on a dit que le plasma séminal, il est coagulé et environ, donc il ne faut pas qu'il reste coagulé parce que si il va rester coagulé, après ces spermatozoïdes ne peuvent pas passer dans le canal cervical ou bien à travers le col de l'utérus. C'est pour cela, environ 30 minutes plus tard, il va y avoir liquéfaction de l'éjaculat qui permet la libération des spermatozoïdes pleinement mobiles. Donc, ce n'est pas tous les spermatozoïdes vont passer à travers la glaire cervicale. C'est pour cela que j'ai dit, ou bien qui vont atteindre le col de l'utérus.
Pour cela, j'ai dit que la glaire cervicale, c'est un filtre qualitatif et c'est le mucus cervical ou bien la nature de cette glaire et de ce mucus qui va empêcher ou bien qui va favoriser la pénétration de quelques millions de ces spermatozoïdes dans le canal cervical. Donc, les spermatozoïdes qui ne sont pas sélectionnés, qui ne peuvent pas passer à travers ou bien dans le canal cervical, et qui sont détruits par le pH acide du vagin, dont j'en ai parlé avant, le mucus cervical, donc pour cela, sa nature, elle va permettre ou empêcher. Pour cela, ce mucus cervical est considéré comme la barrière physiologique, première barrière physiologique qui régule l'accès des spermatozoïdes dans la cavité utérine. Et c'est très important. Il faut que vous reteniez que la première barrière physiologique qui régule l'accès de ces spermatozoïdes dans la cavité utérine, que c'est le mucus cervical. Et si vous vous souvenez, c'est le pic d'estrogène qui facilite, qui va permettre ou qui a permis le pic de LH. Et dans les 2 heures qui suivent le pic de LH, il va y avoir des changements. Et à ce niveau-là, donc, ça va favoriser le passage des spermatozoïdes dans le canal cervical. Donc, ces spermatozoïdes vont passer dans le canal cervical. Et après, on va parler d'une autre barrière, de la deuxième barrière, qui est la barrière trempe, qui est formée par donc la jonction, qui est la jonction utérotubaire. Donc, à ce niveau-là, c'est une jonction utérotubaire entre l'utérus et les tubes ou bien les trompes de Fallope. Donc, ils vont passer après et après, ils vont arriver au niveau de l'ampoule, là où il va y avoir une fécondation éventuelle. D'accord? Donc, il y a plusieurs articles qui suggère que l'attraction des spermatozoïdes vers l'ampoule, elle va se faire grâce à un facteur chimiotactique qui est sécrété par les cellules du cumulus ou bien des cellules qui entourent l'ovocyte. Donc là, c'est concernant l'attraction des spermatozoïdes vers l'ampoule. Maintenant, comment ces spermatozoïdes vont traverser la cavité utérine et arriver aux trompes de Fallope et traverser ces trompes de Fallope. Il y a un grand nombre de spermatozoïdes qui ont atteint la cavité utérine. Ici, ils vont rester captifs dans les glandes utérines. Quand je dis rester captifs, ça veut dire à ce niveau-là aussi, il va y avoir perte d'un nombre de spermatozoïdes. Mais il y a certains spermatozoïdes qui peuvent échapper ou bien qui peuvent être libérés ultérieurement de ces glandes utérines à destination des trompes pour aller ou bien pour migrer vers les trompes. Donc, les spermatozoïdes morts aussi vont être détruits dans l'utérus 24 heures après l'insémination. Donc, je répète, les spermatozoïdes qui n'ont pas pu passer au col de l'utérus ou bien dans la glaire cervicale ou le canal cervical vont être détruits par l'acidité du vagin. Après, ils vont progresser à ce niveau-là dans l'utérus et ils vont être captés dans les glandes utérines. Donc, il y a certains qui peuvent échapper et passer dans les trompes et ceux qui restent captifs et qu'on va perdre, qui vont être détruits par l'utérus. D'accord? Donc, par les cellules polynucléaires et des macrophages. Ces cellules polynucléaires et des macrophages, après 24 heures de l'insémination, ces cellules se préparent pour dégrader ou détruire les spermatozoïdes qui n'ont pas pu passer à travers la jonction utérotubaire. Donc, seuls quelques milliers de spermatozoïdes parviennent dans la trempe ou bien dans l'oviducte. Ils vont s'accumuler dans les sécrétions de la jonction utérotubaire, d'où ils vont s'échapper progressivement pour gagner l'ampoule. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la jonction utérotubaire, il va y avoir une deuxième sélection. C'est pour cela que cette jonction joue le rôle d'une seconde barrière qui régule le nombre de spermatozoïdes. Et en fin de compte, 100 à 300
spermatozoïdes vont se regrouper autour de l'ovocyte. Donc, je vous rappelle, au début, au cours de l'insémination, il y avait entre 50 à 600 millions de spermatozoïdes, imaginez. Donc, à partir, donc, on est parti de 600 millions et autour de l'ovocyte, donc dans l'ampoule, autour de cet ovocyte, il va y avoir seulement 100 à 300 spermatozoïdes qui vont se regrouper bien autour de l'ovocyte. Donc, il y a une sélection qui est très délicate. Tout d'abord au niveau de l'aire cervicale ou bien au niveau du canal cervical, le mucus cervical, et deuxièmement au niveau de la jonction qui est la jonction utéro-tubaire. Donc là, c'est un schéma vous montrant la présence, donc ici au niveau de l'ampoule, il va y avoir juste quelques milliers de spermatozoïdes et les autres vont être détruits par les phagocytes de l'utérus. Donc là, c'est un schéma qui existe dans votre livre, dans vos livres, et qui vous montre la traversée de la cavité utérine et des trempes de Fallope. Et là, c'est la jonction qui est la jonction utéro-tubaire, qui est la seconde barrière. Donc, 3 facteurs sont impliqués dans le passage des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Tout d'abord, c'est la mobilité du spermatozoïde. Donc, comme vous l'avez vu dans le chapitre 4 du mâle, vous avez vu que durant la maturation épididymaire, ce spermatozoïde, il va acquérir sa mobilité, mais il ne va pas être hyperactif. On va parler tout à l'heure que ce spermatozoïde va être hyperactif lors de la capacitation qui se fait au niveau de l'utérus et qui se fait au niveau des trempes de Fallope. Deuxièmement, c'est la structure et la composition du mucus cervical. Donc, c'est pour cela que le mucus cervical est considéré comme la première barrière physiologique. Troisièmement, il y a la contraction de l'utérus et des trempes utérines. Donc, les muscles, la contraction de l'utérus, donc, c'est le myomètre. Donc, si vous vous rappelez, il y a une couche qui est le myomètre, qui est formé par des muscles. C'est la contraction des muscles de l'utérus et des trempes utérines qui vont favoriser ce passage. Et il y a aussi 2 facteurs qui vont être mis en jeu pour stimuler la contraction de l'utérus et des trempes utérines. Ce sont l'ocytocine qui est libérée par l'hypophyse postérieure de la femme et les prostaglandines dans le sperme. Bien sûr, il y a des prostaglandines qui sont sécrétées par la femme, mais il y a aussi la majeure partie, elle provient ici du sperme, d'accord? Il y a des prostaglandines qui existent dans le sperme et qui vont permettre la contraction de l'utérus et des trempes utérines, facilitant ainsi le passage de ces spermatozoïdes. Maintenant, on va parler de la capacitation. Donc, si vous vous rappelez, dans le chapitre 4, on a dit que les spermatozoïdes ne sont pas, bien sûr, capacités, sont décapacités. Et ça veut dire que leur membrane a été stabilisée. Donc, durant la décapacitation, et on a dit que cette décapacitation, elle est réciproque. Ça veut dire si un spermatozoïde qui est dans l'épididyme, il est décapacité, si je transporte ou bien je mets ce spermatozoïde dans l'utérus et dans les trempes de Fallope, il va être capacité. Donc, la membrane, si vous vous souvenez, elle était stabilisée par l'addition des cholestérol. Le cholestérol a été ajouté. Il y avait des glycoprotéines qui sont bien sûr des protéines qui ont été ajoutées. Et donc, pour être décapacité. La capacitation, elle va se faire dans l'appareil génital, au niveau de l'appareil génital féminin. C'est quoi la capacitation des spermatozoïdes? La capacitation des spermatozoïdes est la transformation qui va rendre ces spermatozoïdes capables à reconnaître la zone pellucide de l'ovocyte. Et je vous ai montré la zone pellucide, la position de cette zone pellucide au début du chapitre. Donc, il faut que vous sachiez, comme j'ai déjà dit avant, ce spermatozoïde, donc, ce spermatozoïde, il n'est pas éjaculé seul. Il est entouré par un liquide ou bien par
séminal ou bien un liquide, un plasma séminal. Donc, le passage de ces spermatozoïdes à travers le vagin, il est très important. Et leur passage à travers le canal cervical, il est très important. Donc, ces deux passages sont très importants parce que lors de ces passages, la plupart des composants du liquide séminal va être éliminée. Et cette élimination l'élimination du plasma séminal ou bien de ce liquide séminal est nécessaire pour que la capacitation puisse se produire. Donc, ces deux passages sont très importants et vont préparer pour la capacitation. Pourquoi l'élimination de ce plasma séminal est importante? Parce qu'il contient des protéines qui sont des inhibiteurs et qui sont des protéines plasmatiques qui vont inhiber la réaction acrosomique dont je vais parler après. D'accord? Tout à l'heure. Donc, le mucus cervical, il ne laisse pénétrer que les spermatozoïdes dans les canaux cervicales et il va éliminer le liquide séminal. Donc, les sécrétions utérines et tubaires sont directement impliquées dans la survie des spermatozoïdes et sont très importantes pour qu'il y ait la capacitation. Donc, comme j'ai déjà dit avant, la capacitation a lieu dans l'utérus et dans les trempes de Fallope. Donc, là, c'est concernant la définition de capacitation. Donc, on a dit que la capacitation, elle va rendre les spermatozoïdes capables de se fixer à la zone pellucide et on va voir comment se fait le phénomène cellulaire de cette capacitation. Donc, cette capacitation se manifeste par des modifications de la membrane plasmique du spermatozoïde. Tout d'abord, il y a l'enlèvement de protéines de protection, bien l'enlèvement des protéines qui sont des protéines superficielles, ce que vous voyez ici en bleu pâle, d'accord? Donc là, il va y avoir enlèvement de ces protéines superficielles qui couvrent la surface de la membrane cellulaire des spermatozoïdes. Et ces protéines ont été ajoutées dans l'épididyme lors de la maturation épididymaire et aussi il y a certains qui proviennent du liquide séminal, qui provient donc de l'épididyme et du liquide séminal. Cette élimination a lieu dans l'utérus et les trempes. Comment ces protéines de surface vont être éliminées? Il y a l'albumine et des glycosaminoglycanes qui sont sécrétés dans les voies génitales femelles qui vont fixer et détacher les protéines de revêtement des sécrétions génitales mâles. Donc, parce que ces protéines proviennent des sécrétions génitales mâles lors ou bien pendant la maturation dans le canal épidydymien. Et aussi, le pH acide de l'utérus, il va faciliter ce détachement. Donc là, c'est concernant l'enlèvement des protéines de surface. Maintenant, concernant l'enlèvement du cholestérol. Ce que vous voyez ici, c'est le cholestérol. Le cholestérol, il est inséré dans la bicouche lipidique de la membrane des spermatozoïdes et il est éliminé par fixation aussi à l'albumine et à la lipoprotéine HDL présente dans les sécrétions utérotubaires. Donc, la plupart de ces cholestérols ou bien existent au niveau de la tête du spermatozoïde particulièrement, ce qui va empêcher la capacitation prémature. Et quand je dis capacitation prémature, ça veut dire capacitation qui peut avoir lieu dans les voies génitales mâles. Et il ne faut pas que cette capacitation se fasse dans les voies génitales mâles parce que, comme vous le savez, l'acrosome, il est riche en enzymes. Et si cette capacitation va se faire et l'acrosome, il va se vider de ce contenu qui sont les enzymes. Donc, l'appareil génital mâle, même l'appareil génital femelle vont être en danger parce que ces enzymes sont pour la plupart des enzymes protéolytiques. D'accord? Donc là, c'est concernant l'enlèvement du cholestérol. Donc, la diminution du taux du cholestérol, bien sûr, va rendre les phospholipides, qui sont des phospholipides intramembranaires, vont les rendre libres. C'est pour cela qu'il va
va y avoir aussi mobilité de ces phospholipides intramembranaires et qui va contribuer à donc d'une part, la diminution du taux de cholestérol et la mobilité des phospholipides intramembranaires vont contribuer à la déstabilisation membranaire et à l'ouverture des canaux ioniques. Donc, il va y avoir ouverture des canaux ioniques qui sont les canaux potassium, d'accord, les canaux sodium H+, donc Na+, H+, et les canaux bicarbonate HCO3-, et en particulier, il va y avoir ouverture des canaux calciques et c'est très important, le calcium, je vais en parler après. Donc, l'activation de l'échange Na+, H+, et l'entrée donc de Na+, et la sortie de H+, conduit à une augmentation du pH intracellulaire. Donc, cette alcalinisation va favoriser l'ouverture des canaux calciques. L'ouverture des canaux K+, potassium, et des canaux bicarbonate HCO3-, donc le HCO3-, il va rentrer à l'intérieur de la cellule et le K+, il va sortir de la cellule. Cela va conduire à l'hyperpolarisation de la membrane du spermatozoïde. Et quand je dis hyperpolarisation, ça veut dire qu'il va devenir négative, ce qui va favoriser ainsi l'ouverture des canaux calciques. Donc, l'échange Na+, H+, et les échanges K+, HCO3-, ces deux échanges vont permettre l'ouverture des canaux calciques qui est très important. Donc, parce que le calcium, les ions calciques sont très importants pour qu'il y ait la fécondation et pour la capacitation, si vous voulez. Donc, les ions calciques, c'est A2+, et les ions bicarbonates vont activer l'enzyme qui s'appelle l'enzyme adénylcyclase. Et j'ai dit ce qui est soluble dans le cytosol. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'adénylate cyclase. Il y a une adénylate cyclase qui est transmembranaire et qui va fonctionner grâce à l'aide des protéines G. Et il y a l'adénylate cyclase dont on parle qui est soluble dans le cytosol et qui n'a pas besoin des protéines G. Mais elle va fonctionner, stimuler lorsqu'elle est stimulée par les ions calcium et les ions bicarbonate. L'adénylate cyclase, qu'est-ce qu'elle fait? L'adénylate cyclase, elle va, donc cette enzyme, l'adénylate cyclase, elle va catalyser la formation d'AMP cyclique à partir d'ATP. Donc, à partir d'ATP, il va y avoir formation d'AMP cyclique et l'élévation, l'augmentation de cette AMP cyclique va permettre l'activation de la protéine kinase A, la PKA. Et quand je dis une kinase, ça veut dire que c'est une enzyme qui a comme rôle la phosphorylation. D'accord? Donc, la protéine kinase A qui va moduler la formation des tyrosines de certaines protéines flagellaires qui sont associées. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ces protéines du flagelle, lorsqu'elles sont phosphorylées, elles vont permettre des changements de motilité, ce qui va activer les spermatozoïdes. Et là, le mouvement des spermatozoïdes va être un mouvement qui est hyper actif. Donc, on parle d'un spermatozoïde qui est hyper actif. Et aussi, la PKA permet ou bien module la phosphorylation de certaines protéines comme les protéines HSP ou bien heat shock protéines ou bien les protéines du choc thermique. Ces protéines du choc thermique, lorsqu'elles vont être aussi phosphorylées, elles vont fragiliser la membrane cytoplasmique des spermatozoïdes, ce qui va faciliter la réaction acrosomique après la fixation sur la zone pellucide. Donc, pour résumer ici, ces changements sont très importants, ces modifications. Il faut que vous notiez que tout d'abord, il va y avoir le premier processus, c'est la capacitation. À la fin de la capacitation, la membrane de ces spermatozoïdes va être fragilisée, ce qui va permettre ou bien faciliter la fixation primaire de ces spermatozoïdes à la zone pellucide. Et on va voir après que ce spermatozoïde, lorsqu'il est fixé ou bien se fixe après la fixation primaire, il va y avoir la réaction acrosomiale. D'accord? Donc là, c'est concernant les changements ou bien les phénomènes cellulaires de la capacitation. Donc, la première partie, ça concernait
l'élimination des protéines de surface et aussi le détachement ou bien la diminution du taux de cholestérol et la mobilité des phospholipides. Et on a parlé des phénomènes qui ont permis l'ouverture des canaux calcium. Donc, le deuxième processus, c'est le démasquage des récepteurs spermatiques. Aussi, quand j'ai dit, donc là, c'est un récepteur oligosaccharidique spermatique, donc il va y avoir démasquage, il était masqué lors de la maturation dans l'épididyme. Donc, le démasquage de ces récepteurs, il est dû à la redistribution des phospholipides. Les phospholipides, ce que vous voyez ici les phospholipides que vous voyez ici en violet et qui vont permettre et l'entrée, qui ont permis l'ouverture des canaux calcium et l'entrée des ions calcium, ce qui va modifier les chaînes oligosaccharidiques des protéines de surface, les rendant ainsi accessibles à la reconnaissance et à la fixation de la zone pellucide. Donc, je répète, tout d'abord, il y a la capacitation, après, il y a fixation et primaire des spermatozoïdes sur la zone pellucide. Donc, la liaison du spermatozoïde à la zone pellucide, elle est spécifique de l'espèce. Ça veut dire le spermatozoïde de l'homme, il va se fixer à la zone pellucide de la femme chez les êtres humains. Mais la liaison à l'ovule, elle n'est pas spécifique. Maintenant, je vais parler des conséquences de la capacitation. Donc, les modifications membranaires ont permis la poursuite des événements qui sont préalables à la fécondation. Tout ça, c'est une préparation pour la fécondation. Tout d'abord, c'est l'hypermobilité des spermatozoïdes et on a vu que c'est les ions calcium et les ions bicarbonate qui ont permis de convertir l'ATP en AMP cyclique et c'est l'AMP cyclique qui a permis, entre autres, l'activation de la PKA ou bien la protéine kinase A qui va phosphoryler les protéines flagellaires sur les résidus tyrosine pour qu'il y ait hypermobilité des spermatozoïdes. La préparation à la réaction acrosomique parce qu'il y a une fragilisation de la membrane plasmique du spermatozoïde, ce qui va aider à la fixation de ces spermatozoïdes sur la zone pellucide et après de déclencher la réaction qui est la réaction acrosomique. Et finalement, il y a la libération des sites protéiques membranaires, des reconnaissances de la zone pellucide et de la membrane ovocytaire pour faciliter après la fécondation. Donc, maintenant, on arrive aux étapes de la fécondation. Ce que vous voyez ici, c'est l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2. Ce que vous voyez à ce niveau-là, ce sont les granules qui sont les granules corticaux. Ce que vous voyez en rose, c'est la zone pellucide. Ce que vous voyez au niveau là, tout de suite en contact avec la zone pellucide, c'est la corona radiata. Et là, ce sont les cellules du cumulus ovorus. Et bien sûr, ce que vous voyez en bleu, ce sont les spermatozoïdes. Donc, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes de la fécondation? Donc, tout d'abord, il y a la traversée du cumulus ovorus. Il faut que ce spermatozoïde, pour qu'il atteigne l'ovocyte, donc, ou bien la membrane de l'ovocyte, il faut qu'il passe à travers le cumulus ovorus. Deuxièmement, et bien sûr, les cellules de la corona radiata, il arrive à la zone pellucide. Quand il passe à la zone pellucide, on parle de la fixation primaire à la zone pellucide. C'est le premier qui a été fixé à la zone pellucide. Et donc là, après la première fixation, comme j'ai déjà dit avant, il va y avoir la réaction qui est la réaction acrosomique. Il va y avoir exocytose de l'acrosome. Et quand j'ai dit exocytose de l'acrosome, donc ça veut dire l'exocytose des enzymes acrosomiales qui sont très importantes pour la traversée de la zone pellucide. Après, il va y avoir, donc quand il passe à travers la zone pellucide, il va passer dans l'espace périvitellin qui est à ce niveau-là.
entre la membrane plasmique de l'ovocyte et la zone pellucide. Après, il va se lier ce spermatozoïde et il va fusionner avec la membrane plasmique. Il va se lier à ce niveau-là. Après, il va fusionner avec la membrane plasmique de l'ovocyte. On aura la réaction corticale. Ce que vous voyez à ce niveau-là, ce sont les granules corticaux. Et par la suite, il va y avoir la partie 8, c'est le blocage de la polyspermie. Et quand je dis polyspermie, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un spermatozoïde qui va se fusionner avec l'ovocyte, sinon on aura la polyploïdie et ça, ce n'est pas supporté par, donc cet individu, il va être éliminé par la sélection naturelle. Donc là, c'est concernant la traversée du cumulus ovorus et du corona radiata. Donc, on a dit que la première frontière rencontrée par le spermatozoïde, donc qui s'approche d'un ovule, c'est le cumulus ovorus avec les cellules. Là, c'est le cumulus ovorus et là, ce sont les cellules de la corona radiata qui se trouvent dans une matrice extracellulaire lâche. Sur la membrane plasmique du spermatozoïde, il y a une protéine qui a une activité enzymatique, hyaluronidase. Et si vous vous souvenez, le cumulus ovorus, on a dit qu'il sécrète l'acide hyaluronique. Donc, cette hyaluronidase, comme son nom l'indique, elle dégrade l'acide hyaluronique. Donc, celui-ci, c'est qui est le composant principal de la matrice dans laquelle se trouvent les cellules de la corona radiata et du cumulus ovorus. Par la suite, si cet acide hyaluronique, il va être dégradé, ces cellules ne sont plus maintenues ensemble, ce qui va permettre de disperser les cellules et ce qui va faciliter le passage des spermatozoïdes à travers les cumulus et les cellules de la corona vers la zone pellucide, ce que vous voyez ici en rose. Maintenant, on va parler des interactions du spermatozoïde avec la zone pellucide. Quand je parle de la zone pellucide, comme on a déjà dit, c'est acellulaire. Elle ne contient pas de cellules, elle contient des glycoprotéines. Chez l'humain, les glycoprotéines sont la ZP1, la ZP2, la ZP3 et la ZP4. On ne le voit pas sur les schémas. Donc, plusieurs types de glycoprotéines vont constituer la zone des glycoprotéines sulfatées, vont former la zone pellucide et donc forment un maillage. Ce que vous voyez ici, c'est la ZP1 en rouge. La ZP1, elle relie les autres glycoprotéines entre elles. Donc, cette zone pellucide, elle joue un rôle important dans la liaison spécifique spermatozoïde-œuf parce qu'on a dit cette liaison, elle est spécifique pour les espèces. Et l'induction, elle joue un rôle aussi dans l'induction de la réaction acrosomique dans les spermatozoïdes liés aux zones pellucides. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la zone pellucide. Lorsqu'il va y avoir fixation primaire à cette zone pellucide, la réaction acrosomiale va être induite et va avoir lieu. Et après, donc, il va y avoir la réaction corticale là, qui va empêcher la polyspermie et aussi la zone pellucide, elle joue un rôle dans la protection de l'embryon avant l'implantation. Donc, cette zone pellucide, elle est très importante. Elle a plusieurs rôles. L'un des rôles, c'est la liaison spécifique spermatozoïde-œuf. Deuxièmement, après la fixation primaire à cette zone pellucide, il va y avoir la réaction acrosomique et elle va empêcher la polyspermie grâce à la réaction corticale et aussi il y a un blocage qui est rapide dont je vais parler tout de suite et elle protège l'embryon avant l'implantation. Donc, je parle de la fixation primaire. Donc, tout ce que vous voyez ici, là, c'est la fixation primaire. Donc, ce que vous voyez là, c'est le spermatozoïde. Ce que vous voyez à ces niveaux-là, c'est l'acrosome. Là, c'est la membrane externe de l'acrosome. Là, c'est la membrane interne de l'acrosome. Et là, c'est la membrane plasmique du spermatozoïde. Donc, la membrane plasmique du spermatozoïde a été fragilisée grâce à la PKA et grâce aussi, donc on a dit grâce à la PKA et grâce
et grâce aux ions calcium. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est la tête du spermatozoïde. Ce que vous voyez en noir, c'est le noyau. Ce que vous voyez ici, c'est la membrane plasmique de la tête du spermatozoïde ou de la tête spermatique. Et ce que vous voyez là, c'est la membrane externe de l'acrosome. Et à ce niveau-là, c'est la membrane interne de l'acrosome. Donc, quand je dis donc la fixation primaire et l'induction de la réaction acrosomique, tout d'abord, il va y avoir fusion, le phénomène de fusion entre la membrane plasmique et la membrane externe de l'acrosome. Après, il va y avoir une vésiculisation, ça veut dire il va y avoir formation des vésicules membranaires et après, il va y avoir une exocytose membranaire. Et ce phénomène qui est la réaction acrosomique, c'est calcium dépendant et qui survient dans la partie antérieure de la tête du spermatozoïde entre la membrane plasmique du spermatozoïde et la membrane externe de l'acrosome. Donc, la fixation primaire dont je parle ici, donc c'est la première fixation, c'est un événement essentiel dans la fécondation. Donc, les ZP1, les ZP3 et les ZP4 sont impliqués dans la liaison des spermatozoïdes à l'œuf et induisent une exocytose de l'acrosome des spermatozoïdes capacité. Si le spermatozoïde il n'est pas capacité et s'il n'est pas fixé à la zone pellucide, après il va pas y avoir après la fécondation. Donc, comment la zone pellucide humaine induit la réaction acrosomique? Il y a la progestérone qui est une hormone très importante et qui est sécrétée par les cellules du cumulus, qui est un cofacteur important pour qu'il y ait exocytose du contenu de l'acrosome. La réaction acrosomiale résulte, comme j'ai déjà dit, de la fusion entre la membrane acrosomiale externe et la membrane plasmatique. Donc, je ne sais pas si dans le livre de l'année précédente, c'était écrit la fusion entre la membrane acrosomiale et la membrane plasmique externe, c'est faux. C'est la fusion entre la membrane acrosomiale externe et la membrane plasmatique, entraînant ainsi une exposition de la membrane acrosomiale interne, parce que ça, c'est la membrane acrosomiale interne. Après la fusion entre la membrane plasmique et du spermatozoïde et de la membrane acrosomiale externe et la vésiculisation et la formation des vésicules, et après l'exocytose et la sortie du contenu et des enzymes acrosomiales, c'est la membrane acrosomiale interne que vous voyez à ce niveau-là qui va être exposé. La liaison des agonistes, quand je dis agonistes, ça veut dire qu'ils se travaillent en même direction, qui ont le même effet, entre autres. C'est la progestérone, la ZP3 ou la ZP4. Donc, c'est la liaison de ces agonistes au récepteur de la membrane plasmique va activer les signaux intraspermatiques et les voies enzymatiques qui sont impliquées dans la réaction acrosomiale. Et aussi, je répète, dans le livre, c'est écrit la glycoprotéine P4, ZP3 ou ZP4. C'est pas la glycoprotéine P4, c'est la progestérone, d'accord, qui va se lier au récepteur de la membrane plasmique, d'accord, donc, et qui va activer les signaux intraspermatiques à l'intérieur du spermatozoïde et les voies enzymatiques impliquées dans la réaction acrosomiale. Donc, là aussi, on a dit que la zone pellucide, elle est importante. Donc, ce que vous voyez ici, la liaison de la ZP4 au récepteur, qui est la tyrosine kinase, conduit à l'activation de la PKA, qui est la protéine kinase A, et de la protéine kinase PKC. Donc, la liaison de ZP4 au spermatozoïde va activer également les canaux cationiques présents sur la membrane plasmique des spermatozoïdes, ce qui va permettre la dépolarisation de la membrane. Et quand je dis la dépolarisation, ça veut dire qu'elle va devenir moins négative. Et ce qui va permettre cette dépolarisation va permettre l'activation des canaux calciques voltage dépendants. Et on voit ce qui va permettre un influx massif du calcium à travers la tête du spermatozoïde. Et ça, c'est très important, ce qui va déclencher la fusion de la membrane plasmique et la membrane acrosomiale externe et qui va permettre la libération du contenu de cet acrosome. Donc, les contenus ou bien les enzymes qui sont très importantes, qui vont sortir ou bien qui vont être libérées par exocytose, il y a l'hyaluronidase dont j'en ai déjà parlé avant. On a dit qu'elle est importante pour disperser les cellules du cumulus et de la corona
membrana radiata, mais aussi elle est importante pour que ce spermatozoïde puisse passer à travers la zone pellucide, pénétrer à travers la zone pellucide. Et il y a aussi l'acrosine. L'acrosine, c'est une enzyme qui est très importante et qui est une sérine protéase et qui est l'un des facteurs de l'acrosome qui va hydrolyser certains glycoprotéines de la zone pellucide, facilitant ainsi la pénétration de ces spermatozoïdes à travers la zone pellucide. Dans ce schéma, on voit comment ce spermatozoïde passe à travers cette zone pellucide. Donc, la réaction acrosomiale, elle est très importante. Après la réaction acrosomiale, il y a la membrane acrosomiale interne qui est exposée. Et là, on va parler de la fixation secondaire. Donc, la membrane acrosomiale interne possède des récepteurs pour la ZP2 cette fois-ci. On a dit que la fixation primaire, ce qui a été mis en jeu, ce sont la ZP1, la ZP3 et la ZP4. Là, concernant la fixation secondaire, on va parler, c'est la ZP2 qui est mise en jeu. Donc, la ZP2 humaine ne se lie qu'aux spermatozoïdes qui ont subi la réaction acrosomiale. Donc, il ne suffit pas que ces spermatozoïdes soient juste capacités. Il faut qu'il y ait tout d'abord, donc comme j'ai déjà dit avant, la capacitation. Après, c'est la fixation primaire. Là, après la fixation primaire, on a la réaction acrosomiale. Après la réaction acrosomiale, il va y avoir la fixation secondaire. Donc, ce qui va confirmer que la ZP2 elle a un rôle de récepteur secondaire des spermatozoïdes. Donc, le schéma qui existe dans votre livre, donc c'est la même chose, c'est ça. D'accord? Mais c'est la même chose que j'ai expliqué avant. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la membrane plasmique. Ce que vous voyez en jaune, c'est l'acrosome. Ça, c'est la membrane acrosomiale externe. Là, c'est la membrane acrosomiale interne. Il va y avoir tout d'abord fusion de deux membranes. Va y avoir vésiculisation ou bien formation des vésicules. Et par exocytose, il va y avoir les enzymes acrosomiales dont je n'ai parlé qui vont sortir à l'extérieur pour permettre à ce spermatozoïde de passer à travers la zone pellucide. Donc, là, c'est concernant donc la fixation. Maintenant, je vais donc c'est très important de savoir que c'est à cause de la capacitation, on a la fixation primaire et à cause de la fixation primaire, on a la réaction acrosomiale et à cause de la réaction acrosomiale, on a la fixation secondaire. Maintenant, je vais parler de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule humain. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un schéma vous montrant comment le spermatozoïde, ici ce que vous voyez en blanc, comment passe en direction de l'ovocyte, en direction de l'ovocyte 2. Et là, c'est un autre schéma. Comment vous voyez le premier spermatozoïde qui est le premier spermatozoïde qui est le plus mobile, comment il est arrivé à l'ovocyte 2 et il est en train de se lier à la membrane plasmique de cet ovocyte. Donc, le spermatozoïde qui est un spermatozoïde actif. Donc là, ce que vous voyez, c'est un schéma vous montrant comment le spermatozoïde, il est passé à travers la zone pellucide que vous voyez ici en bleu. Là, c'est l'espace périvitella et il est arrivé au niveau de la membrane plasmique. Et quand il arrive au niveau de la membrane plasmique de l'ovocyte, il va se lier d'une façon tangentielle à cette membrane cytoplasmique. Donc là, maintenant, on va parler de la fusion, comment se fait cette fusion. Ce que vous voyez ici, c'est un facteur qui est sécrété par l'ovule. Et ce que vous voyez en bleu, c'est isomon 1 qui est sécrété par qui va se lier à la membrane spermatique. Et Juno, il est lié à la membrane ovocytaire. Donc, le spermatozoïde actif, il va traverser la couche des glycoprotéines de la zone pellucide pour atteindre l'espace périvitella, ce que je vous ai déjà montré ici. Donc, il va traverser donc la zone pellucide, les glycoprotéines. Il arrive ici en gris, c'est l'espace qui est l'espace périvitella, qui est entre la zone pellucide et entre la membrane plasmique de l'ovocyte. Donc, le spermatozoïde actif, il va fusionner
avec, donc là c'est la fusion avec la membrane de l'ovocyte pour former le zygote. Chez l'homme, il y a deux protéines essentielles qui sont importantes pour la reconnaissance des gamètes et la fusion. Il y a isomo-1 qui est lié à la membrane spermatique donc, et Juno-1 qui est lié à la membrane ovocytaire. La formation du complexe qui est isomo et Juno fournit un lien physique direct avec les membranes de l'œuf et du spermatozoïde. Isomo-1, il va se lier rapidement à Juno et il va assurer la fusion. Après la fusion, donc, Juno est disséminé en vésicule extracellulaire. Il sera capable de se lier à isomo-1 exposé sur les spermatozoïdes qui ont subi la réaction acrosomique dans l'espace périvitellin pour bloquer la polyspermie. Donc là, c'est concernant ce complexe. Donc, il y a un isomo-1 qui est lié à la membrane spermatique et Juno qui est lié à la membrane ovocytaire. Donc, après la fusion, Juno, il va se disséminer en vésicule extracellulaire et sera capable de se lier à isomo-1 exposé sur les spermatozoïdes. Donc maintenant, prévention de la polyspermie pendant la fécondation et le rôle potentiel de la zone pellucide. Donc, premièrement, donc ce que vous voyez ici, il y a tout d'abord, il y a un blocage qui est un blocage rapide. Donc, lors de l'union du spermatozoïde à l'œuf, il va y avoir une fécondation qui est réussie. Donc, les glycoprotéines de la zone pellucide jouent un rôle majeur dans cette liaison et à la réaction acrosomique des spermatozoïdes. Mais également, elle va éliminer la liaison d'autres spermatozoïdes après la fécondation. Donc, c'est pour cela qu'elle va bloquer la polyspermie. Et on a dit que la polyspermie, elle va permettre la polyploïdie. Et un organisme polyploïde, il ne vit pas, il n'est pas viable. Donc, chez l'homme, le blocage de la polyspermie, et donc, il peut se faire d'une façon rapide, comme il y a un blocage qui est un blocage lent. Dans les 2 à 3 secondes qui surviennent après la fusion, il va y avoir dépolarisation de la membrane ovocytaire après la liaison du premier spermatozoïde. On passe de moins 70 à 10 millivolts. Okay? Donc, ici, l'autre possibilité, donc, ce qui va empêcher toute liaison des spermatozoïdes à l'ovocyte. Après, on passe au blocage qui est le blocage lent. Ce qui implique, ce que vous voyez à ce niveau-là, ce sont les granules corticaux. Ces granules corticaux qui ont été libérés lors de la maturation de l'ovocyte. Ces granules corticaux donc, vont passer par exocytose et vont libérer diverses enzymes comme l'hydrolase, la protéinase et la peroxydase qui vont empêcher la liaison et la pénétration ultérieure d'autres spermatozoïdes, et cela suivant en modifiant des glycoprotéines de la zone pellucide et également par durcissement de la zone pellucide. Et si la zone pellucide elle est durcie, par la suite, il ne va pas y avoir fixation, ni une fixation primaire, ni une fixation secondaire. Et s'il n'y a pas de fixation primaire, il n'y a pas la réaction acrosomiale. Et s'il n'y a pas la réaction acrosomiale, il ne peut pas traverser la zone pellucide pour qu'il arrive dans l'espace périvitellin. Donc, par contre, ces deux processus chez l'homme conduisant à le blocage de la polyspermie restent incertains et ne sont pas adéquats. D'accord? Finalement, il y a l'achèvement de la fécondation. Je vous en ai parlé de cet achèvement de la méiose, mais je vais répéter un peu. Donc, on a déjà dit qu'au moment de la fécondation, les ovocytes sont arrêtés en métaphase de la méiose, et cet arrêt, il est mis en place grâce à l'existence de 2 facteurs, le MPF et le CSF, qui est un facteur cytostatique. On a dit que le MPF, il est composé de 2 protéines, l'enzyme kinase phosphorylante qui est la CDK1 et la protéine, la cycline B. On a dit que le MPF stabilise la phase méiotique et son activité est conservée par le CSF. À la fécondation, il va y avoir augmentation du taux de calcium. Et cette augmentation du taux de calcium après la fécondation va inhiber le CSF, va dégrader le CSF. Donc, de plus, le CSF, donc, il va
pas être présent. Donc, le calcium, il va stimuler la protéolyse, l'ubiquitination de la cycline B. D'accord? Donc, ce qui va faire ou bien établir des niveaux insuffisants à la constitution du complexe CDK1 et cycline de MPF. Et il y a aussi activation du complexe qui va des complexes de l'anaphase, d'accord, qui est important. Comme le MPF, il est déstabilisé, le blocage de l'ovocyte en métaphase 2 n'existe plus et la deuxième division méiotique, elle va se faire. Et donc, quand cette deuxième division méiotique, elle va être mise en place, donc ce qui va se passer, il va y avoir donc, il va y avoir expulsion du deuxième globule polaire et ces différents événements induits par la pénétration du spermatozoïde vont permettre une augmentation du métabolisme de l'œuf. Le métabolisme de l'œuf, ça veut dire qu'il va y avoir des réactions de synthèse, la consommation d'oxygène dans l'ovule et ainsi, il va y avoir traduction des ARN messagers et dans la transcription était déroulée au cours de l'ovogénèse. Et ça, c'est important parce que ces ARN messagers vont être d'origine maternelle, vont avoir un rôle, bien un rôle pour la première division, bien les premières divisions du zygote avant qu'il y ait constitution du propre génome de ce zygote. Donc là, c'est concernant la fécondation. Maintenant, concernant la formation de pronoyaux mâles et femelles. On a dit que le spermatozoïde, il entre, tout le spermatozoïde avec son flagelle et sa tête, il entre dans l'ovocyte. Mais ce spermatozoïde, il va subir des modifications importantes. Le flagelle, les mitochondries vont se désintégrer. Il y a dégradation du flagelle et des mitochondries. Donc, seulement chez la plupart des mammifères et aussi l'homme, c'est le centriole spermatique qui persiste. Et je vous en ai déjà parlé avant. Donc, on a dit que chez l'homme, il n'y a pas de parthénogenèse. Ça veut dire un ovocyte 2. Il ne peut pas tout seul donner un zygote ou bien un embryon. Parce que, comme on a déjà vu, les centrioles de la femme, donc chez la femme dans l'ovocyte, vont disparaître. Et c'est le centriole spermatique qui va contribuer à la formation du fuseau chromatique qui est important pour le premier clivage du zygote. Donc, concernant le centriole femelle, comme on a dit, il a été éliminé lors de la deuxième division méiotique. Donc, lorsque l'ovocyte 2, il reprend son activité métabolique et complète la méiose, l'enveloppe nucléaire du noyau spermatique, donc ici, donc c'est l'enveloppe nucléaire du noyau spermatique, il va disparaître et se désorganiser en petites vésicules membranaires. Au contact avec le cytoplasme de l'ovule aussi, la chromatine du spermatozoïde, elle va se décondenser. Donc, la protéine la chromatine de ces spermatozoïdes va se décondenser par la rupture des pentes du sulfure, des protéines qui sont associées à l'ADN. Et on a remplacement de protamines par des histones. Vous avez vu dans le chapitre du mâle, il y a eu, lors de la maturation épididymaire, il y a eu remplacement des histones par des protamines. Là, c'est l'inverse. Ceci est contrôlé par un facteur qui est le MPGF, qui est pour Male Pronucleus Growth Factor. Ce facteur existe dans le cytoplasme de l'œuf et ce facteur, c'est lui qui va permettre la décondensation de la chromatine. Et ce facteur, il est sécrété ou bien il se trouve dans le cytoplasme ovocytaire. Donc, la chromatine mâle, elle est décondensée. Et il va y avoir formation d'une nouvelle enveloppe nucléaire autour de cette chromatine décondensée. À ce moment-là, je parle d'un pronucléus qui est le pronucléus mâle. Donc, à ce moment-là, on parle d'un pronucléus qui est le pronucléus mâle. Là, c'est le pronucléus mâle là, qui va acquérir des nucléoles et qui va augmenter son volume. Donc, après l'expulsion du deuxième globule polaire aussi, c'est la même chose. Une enveloppe nucléaire va se reconstituer tout autour des chromosomes maternels. La chromatine, comme chez le mâle, elle va se décondenser et les pronucléus femelles, il va se former. Donc, une fois que les pronoyaux mâles et femelles sont formés,
former, il va y avoir réplication de l'ADN qui va se faire séparément dans chaque pronucléus. Donc, l'ADN dans ce pronucléus, il va se répliquer. Dans ce pronucléus femelle, il va se répliquer. Et parallèlement, ces deux nucléi ou bien nucléus, le pronucléus, c'est singulier. Donc, pronucléi, ces deux pronucléi vont migrer de leur position qui est sous-corticale vers le centre de l'œuf grâce à l'activité des microtubules du cytosquelette. Donc, après cette migration, donc tout d'abord, il y a la réplication, après, il y a migration et après, les deux pronoyaux qui sont féminins et masculins vont se rapprocher l'un de l'autre et leurs membranes vont se désintégrer et le noyau vont se fusionner. Ça veut dire l'ADN de deux vont se fusionner. Donc, il y a mélange des brins de chromatine et le nombre diploïde 46, il va être rétabli ou restauré. Donc, le zygote, à ce moment-là, il est formé et la division mitotique va commencer. Donc, ce zygote, il porte le matériel génétique nécessaire pour créer un être humain unique. Donc, la fécondation entraîne une variation des espèces, elle entraîne une diversité génétique parce que la moitié des chromosomes provient de la mère et l'autre moitié du père, mais assurant un mélange des gènes que chaque parent a reçu à l'origine de leurs parents par eux-mêmes. Donc là, on a fini le chapitre de la fécondation. J'attends vos questions. On a toujours, même si on a fini le cours, même s'il y a des étudiants, le Google Classroom, il est toujours ouvert. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur Google Classroom. Je vous souhaite le courage et espérant que je vous verrai bientôt. D'accord? Prenez soin de vous et courage.